Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce jeudi 30 juillet. Le Parlement serre la vis sur les réseaux sociaux. Les moins de 15 ans n'y auront plus accès à compter du 1er septembre. Le texte sera étendu à la Polynésie où il devra cependant être réécrit avant son application. Pas de trêve à l'Assemblée. Le troisième collectif budgétaire s'annonce déjà comme un dossier brûlant malgré une main tendue par le président du pays. Les groupes politiques vont-ils y répondre? C'est ce que nous verrons. Cahiers, stylos, cartables, les listes de rentrée sont déjà cochées pour certains. Les plus prévoyants ont pris de l'avance pour éviter la cohue dans les magasins. De quoi aborder la rentrée un peu plus sereinement. Les réseaux sociaux bientôt interdits aux moins de 15 ans. Le Parlement a tranché et la loi sera étendue à la Polynésie où elle devra cependant repasser devant les représentants de l'Assemblée territoriale. Un texte très attendu par les professionnels de la santé, comme nous l'explique Nicolas Pérez. L'Assemblée nationale a voté le 21 juillet dernier une loi interdisant les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Une première en Europe pour laquelle nos 3 députés ont voté pour. L'État a pris conscience des dangers des réseaux sociaux et a voulu légiférer. C'est un peu aussi pour accompagner les parents dans le contrôle qu'ils doivent faire sur l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants. Une loi étendue d'office à la Polynésie, mais qui devra passer par l'Assemblée territoriale pour l'adapter aux spécificités du Fénois. On sera quand même obligé d'écrire une loi pour mettre en application. Alors, on a déjà une base, puisqu'on a déjà eu des débats, c'est la loi sur l'interdiction des portables à l'école. Et c'est une loi, à mon avis, qu'il faut renforcer et puis aussi évaluer, parce qu'on n'a pas d'évaluation sur cette loi. Mais je crois que c'est surtout une mise en garde. C'est un geste de prévention. Dès le 1er septembre, date de son application dans l'Hexagone, chaque plateforme devra mettre en place un dispositif de vérification d'âge pour les nouveaux comptes. Pour les comptes déjà existants, cette disposition s'appliquera au 1er janvier 2027. Le temps aux plateformes d'identifier chaque utilisateur. Un durcissement dans l'accès aux réseaux sociaux pour les plus jeunes que le Whare Tamahau attendait avec impatience. Oui, il était temps. C'est un sujet qui préoccupe les professionnels de la santé mentale et de la santé tout court pour les jeunes et même pour les individus d'une façon générale. Et oui, ce serait bénéfique que ce soit applicable en Polynésie française, compte tenu des dégâts que l'on voit opérer là actuellement chez les jeunes. Des préjudices qui s'expliquent surtout par les particularités neuronales chez l'enfant. C'est clair que le cerveau de l'enfant est en développement, contrairement à celui de l'adulte. Donc le cerveau de l'enfant est en développement, l'utilisation des réseaux pousse à une espèce d'utilisation sans fin, ce que les jeunes appellent le scrolling, à visualiser des images qui peuvent être extrêmement choquantes et donc voilà, à être la proie de prédateurs. Pour éviter toute fraude dès l'ouverture d'un compte, l'utilisateur devra passer par une vérification de sa pièce d'identité via une plateforme spécialisée dans les données personnelles. D'où l'importance de l'implication des adultes dans la gestion des réseaux sociaux de leurs enfants. Pour les aider, le Whare Tamahau leur dispense des sessions de sensibilisation pour mieux appréhender ce phénomène de société. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui a envahi nos vies. Qui a envahi donc l'éducation des enfants, on ne peut pas le contourner. Les familles, les parents ne sont pas forcément outillés pour comprendre quels sont les dangers de ces réseaux sociaux et donc il faut informer pour qu'ils puissent prendre en toute connaissance les décisions pour l'éducation de leurs enfants. Cette loi censée lutter contre les atteintes à la santé mentale des plus jeunes devra néanmoins passer le filtre du Parlement européen et celui du Conseil constitutionnel saisi par les députés de la France insoumise pour atteinte à la liberté d'expression.
Le prochain grand rendez-vous politique est déjà fixé. À l'Assemblée, les représentants se préparent à examiner le 3e collectif budgétaire. En amont, le président du pays souhaite réunir les différentes forces politiques, une main tendue qui ne fait pas encore l'unanimité. Le point avec Laure Philibert et Mataï Horeille. Après le collectif budgétaire numéro 2, le collectif 3 est déjà à l'étude. À l'Assemblée, mardi, en marge d'une conférence de presse avec les pompiers volontaires pour se rendre en Gironde, en proie à d'importants feux, le président du pays a proposé de rencontrer tous les groupes qui siègent à Taraheuil. J'ai envoyé des courriers à tous les groupes politiques pour les réunir à la présidence, au salon d'honneur, pour leur exposer le collectif 3 dans sa dernière mouture et puis recueillir leurs remarques. S'ils ont éventuellement des bonnes idées, on est ouvert à toutes les bonnes idées. Voilà. Du côté de Aheria Polinetia, on se montre ouvert au dialogue. Bon, on attend le courrier, on ne l'a toujours pas eu. On ira, on écoutera. Mais je peux vous dire qu'après tous les débats que nous avons eus à l'Assemblée, toutes les propositions qu'on a faites, on a un peu perdu confiance. En fin de matinée, à l'Assemblée, plusieurs élus de l'opposition attendaient eux aussi toujours ce courrier. Bien sûr, comme tous les jours, je consulte mes mails. J'ai rien reçu. Aujourd'hui, il nous fait appel. Voilà, j'ai écrit. C'est facile. Hein? Pendant sa gouvernance, nous avons sollicité de sa part de faire des efforts. Nous avons aussi des besoins. Il nous ferme la porte. Ouais, mais c'est trop tard. Hein? Il fallait le faire bien avant. Hein? C'est trop tard. Réunis ce matin, plusieurs représentants du Tavini Ouiratira étaient également dans l'expectative. Nous, on ignore totalement ce courrier. On n'a pas reçu de courrier du tout. L'intérêt, c'est de négocier, de discuter pour ce collectif. On ne peut pas rester les bras croisés et attendre, chacun attend de son côté. C'est finalement au milieu d'après-midi qu'est arrivée la missive. Depuis plusieurs semaines, la Commission de l'économie, des finances et du budget étudie attentivement ce collectif 3. On a déjà commencé à travailler sur le collectif 3 et on va poursuivre la semaine prochaine. En début de semaine, on a demandé un rendez-vous, une rencontre avec Warren, le ministre de l'économie et des finances. Mais celui-ci, on devait le voir aujourd'hui, cet après-midi. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas parce qu'ils étaient en train de retravailler le collectif 3, alors qu'on l'a déjà reçu depuis le 24 juin dernier, pendant l'étude, pendant le vote du collectif 2. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ensuite. Ils vont nous représenter un autre collectif ou ils vont amender en commission le collectif 3, donc on ne sait pas trop. La présidence affirme qu'une rencontre est déjà prévue avec les différents groupes, sans donner de date. Elle indique que les éléments du collectif ne seront rendus publics qu'à l'issue des discussions. Direction le lagon, sous ses eaux turquoises, un écosystème fragile se bat pour survivre. Réchauffement des océans, prolifération des algues, les récifs sont mis à rude épreuve. À Punaouia, l'association Tamari'i Pointe des Pêcheurs restaure et entretient un jardin corallien grâce à l'engagement de bénévoles. Une action locale pour préserver un patrimoine naturel précieux. Immersion avec Hoanui à Touahiva. Armés de palmes, masques et tubas, ils sont 6 bénévoles à avoir répondu présents pour un entretien du jardin corallien de l'association Tamari'i Pointe des Pêcheurs à Punaouia. Leur mission, nettoyer des structures suspendues où s'agrandissent des centaines de boutures de coraux. Un entretien indispensable pour retirer les algues qui ralentissent leur développement et assurer leur future transplantation sur le récif. Les récifs coralliens, ils sont fragiles. Du coup, il faut absolument les préserver, leur donner un petit coup de pouce. Et donc c'est pour ça qu'on organise ces sorties bénévoles, c'est pour éviter qu'ils rentrent en concurrence avec les algues, pour pouvoir nettoyer un petit peu le jardin corallien et puis essayer de faire des boutures et de préserver les coraux. Là je viens chercher des sleeves, c'est des petits tubes en acier et c'est pour faire les boutures, pour attacher les boutures à l'arbre. Derrière quelques heures de bénévolat se cache un engagement tout au long de l'année. L'association sensibilise les scolaires au bouturage des coraux, tandis que les bénévoles assurent ensuite l'entretien des structures. Étudiants, salariés ou passionnés de l'océan, tous œuvrent à la pérennité de nos lagons. Je suis assez sensible à la cause de la protection de l'environnement. Déjà, j'adore les activités nautiques, etc. Donc, allier les deux, je trouvais ça top. Moi, je suis venue toute seule, voilà. La première fois, ça fait un petit peu peur. Mais après, on s'y habitue. L'équipe des bénévoles est cool. On rencontre des personnes et voilà, c'est top. Ces journées de bénévolat sont ouvertes à tous. Pour participer
participer, il suffit de s'inscrire via le groupe Facebook Les Jardiniers Coralliens, une façon concrète d'agir pour préserver les récifs du Fénois. Et les vacances ne sont pas encore terminées, mais la rentrée s'invite déjà dans les rayons. Grande surface ou magasins spécialisés, les premiers achats de fournitures scolaires ont commencé. Une manière d'éviter les files d'attente et de mieux gérer son budget. Les précisions de Thomas Chabrol et Méritéato. Dans cette grande surface, les familles prennent leur temps. Cahiers, classeurs, stylos, les listes de fournitures sont longues. Chaque achat est réfléchi. On a préféré venir plus tôt, c'est pour éviter aussi le monde. Comme ça, on a tous les choix en fait pour la rentrée, quoi. T'es pas en train de courir, t'as pas à stresser à courir dans tous les rayons, quoi. Comparer avant d'acheter est devenu un réflexe, surtout lorsqu'il y a plusieurs enfants dans la famille. Les élèves aussi participent à cette préparation. Gaël fera sa rentrée en classe de 3e. Le collégien pense déjà à son brevet. Liste en main, il coche les fournitures des matières principales, une à une. Bon, du coup, technologie, c'est grand carreau cette fois-ci, pas petit carreau. Ok, bah très bien. J'ai hâte d'entamer cette année 3e. Pourquoi alors? Parce qu'il y a le DNB, donc faut s'y préparer. Pour les grandes surfaces, cette période est l'un des temps forts de l'année. La préparation des rayons commence près d'1 an avant la rentrée. C'est un gros travail de préparation parce qu'il y a 230 000 articles. On a à peu près 2800 références qui sont proposées. Et ça met en place une équipe de 6 à 7 personnes juste pour le magasin et à peu près 900 heures de travail pour la préparation, pour le travail de réassortiment des rayons, de remplissage tous les jours. Dans un contexte où le pouvoir d'achat reste une préoccupation, l'enseigne affirme avoir fait des efforts sur les prix. Cette année, on a globalement une baisse de prix. On a beaucoup de marques Carrefour et de marques Premier Prix qui permettent d'avoir un budget qui est bas. Il faut savoir qu'il y a à peu près 15% de ce qu'on vend qui sont des produits réglementés. C'est des produits de grande consommation. Dans ce magasin spécialisé, le rythme s'accélère également. Depuis une semaine, la fréquentation augmente chaque jour. Parmi la clientèle, des familles, mais aussi des enseignants qui recherchent du matériel pédagogique ou des fournitures spécifiques. Si ce sont des produits spécifiques par rapport vis-à-vis des tableaux, donc que ce soit des aimants, je sais que dans certaines surfaces, ils sont limités vis-à-vis des produits. Mais si ce sont des plastifications, vu que dans les écoles, dans les collèges par exemple, ils demandent à plastifier, notamment pour les exposer sur les tableaux ou sur les murs, on a des produits justement qui sont adaptés à ce genre de demande. Les rayons devraient connaître dès la semaine prochaine une plus forte affluence, marquant le véritable coup d'envoi de la rentrée scolaire. Autre préparatif, cette fois à Teahupo'o. Dans 10 jours, la Tahiti Pro sera de retour. Si les surfeurs peaufinent leur entraînement, les restaurateurs, eux, s'activent avant l'arrivée des milliers de visiteurs attendus. Un rendez-vous devenu essentiel pour l'activité économique de nombreuses familles du village. Huanui, Atuahiva et Heiroatuahu sont allés sur place. À 10 jours de la Tahiti Pro, les baraques de Teahupo'o sont déjà prêtes à accueillir leurs clients. Chaque année, l'événement représente une véritable opportunité économique pour les habitants. 3 familles de la commune s'activent au fourneau pour satisfaire les papilles des visiteurs. Un peu de tout. Aubergine farcie, ça c'est moi qui ai fait. Pas que ma fille entende. Alors, un peu de plats chinois et de grillades. On en profite de cette occasion pour avoir pour la famille, pour avoir un peu de fond pour la famille. C'est une pratique qui s'est transmise de génération en génération depuis près de 30 ans. Habitués, ils savent que l'affluence sera au rendez-vous dès les premiers jours de l'événement. Quand il y a la compète, on sait déjà pendant toutes les années, on sait déjà à quoi s'attendre. Du coup, il y aura du monde, il y aura des événements qu'il ne faut pas rater. Il faut venir. Nous, c'est pas tout le temps comme ici. C'est vraiment pas tout le temps. C'est une fois dans une année. Et les gens qui habitent ici, ils savent déjà en fait. Ils en profitent de cet événement. Habitants de Teahupo'o ou bien touristes venus du monde entier, tous profitent de l'ambiance du site et de la cuisine locale. Ça permet à toutes les familles, ceux qui sont de visite sur Teahupo'o, pas seulement d'aller visiter Teahupo'o, mais d'apprécier les plats que les stands offrent. C'est bien, c'est dommage que ça, on ne les laisse pas un bon moment, quoi. Comme sur Papeete, tu as des roulottes, tu as des sites stratégiques, pourquoi pas les faire aussi ici. The fish,
Le poisson, le thon rouge, le fish and chips, c'est très bon. Et le plat avec le lait de coco là, ouais, le poisson cru, c'est excellent. Yes, very good, very good. Malgré le temps pluvieux, ici à Teahupo'o, les baraques restent ouvertes pour accueillir les nombreux touristes qui désirent découvrir les spécialités culinaires de Tchopo. Alors moi j'ai entendu toute la journée parler des aubergines farcies spéciales ici, on va tester ça ensemble. Excellent, allez, à m'en mettre. Direction Rapa Nui, au cœur de la deuxième soirée du Tapati. Si la fête illumine la scène, elle est aussi le fruit du travail de dizaines de proches, d'artisans et de bénévoles. Derrière les costumes en fibres végétales et les chorégraphies, tous contribuent à faire vivre ce grand rendez-vous culturel. Reportage de Meriteato. Le public ne voit qu'elle. Sous les projecteurs, Heremeta et Helani présentent leurs costumes en kakaka devant le jury et le grand public. Derrière chaque candidate, un véritable clan s'active jusqu'à la dernière minute. Je me présente, Heremeta, je suis candidate cette année à la Tapati Rapa Nui. Je défile actuellement avec mon costume en kakaka à base de fibres de bananier. C'est un magnifique chef-d'œuvre réalisé par Tiana Patehawa que je remercie chaleureusement. Derrière la scène, chacun a son rôle. Préparer un costume, rassurer une danseuse, ajuster une coiffure ou accompagner une candidate. Rien n'est laissé au hasard. Pour faire nos costumes, il faut beaucoup de temps parce qu'il faut d'abord aller chercher les matériaux. On récolte les coquillages, les graines, puis on crée tout ça. Donc, quand on décide de danser, on doit se préparer à trouver tout cela. La couronne aussi, elle doit être belle. Je suis en train de mettre de l'eau sur le costume de ma sœur, parce que c'est comme ça que le mouvement de sa jupe devient plus souple. Pour les danseurs aussi, le spectacle est une responsabilité. Ils ne défendent pas seulement une candidate, ils représentent leur famille, leur équipe et leur île. C'est important pour moi, car c'est là que tu montres que tu es un Rapa Nui. Tu vis ta culture et c'est pour cela que tu te dois de danser, de chanter. Et si tu as des compétences et que tu es en très bonne forme, il faut y aller. Il faut parfois une année entière de préparation. Recruter les meilleurs danseurs, les meilleurs musiciens ou les meilleurs artisans fait partie de la stratégie. Il y a plein d'autres événements pendant l'année qui montrent notre culture, qu'on est vivant, mais c'est ça en fait. Parce qu'en fait, notre savoir se passe de génération en génération. Si tu n'as pas ça, on n'est plus là. Voilà. Il faut le passer, il faut le faire, il faut participer. Et ce qui est bien, c'est que tu as de tous les âges. Au sein des deux clans, cette mobilisation dépasse la compétition. Pour beaucoup d'entre eux, être présent chaque année est devenu une évidence. Pour moi, c'est important d'être ici parce que je préserve ma culture au travers des chants, des danses. Nous préservons la tradition orale, nos habitudes, nos racines et nous les gardons vivantes parce que c'est ce qui est important, que notre culture soit vivante. C'est pour ça que c'est très important d'être ici aujourd'hui, pour moi. Pendant 2 semaines, les compétitions artistiques et sportives rythment le quotidien de Rapa Nui. Pour de nombreuses familles, le Tapati est une école à ciel ouvert où les plus jeunes découvrent dès l'enfance les gestes, les savoir-faire et les valeurs qui façonnent leur identité. Les enfants regardent constamment comment ça fonctionne, comment on enseigne, comment on se prépare pour le Tapati. C'est beau parce qu'on peut leur transmettre dès le plus jeune âge notre amour pour la culture Rapa Nui. C'est très important. Au final, une seule candidate est sacrée reine. Et avec elle, des dizaines de personnes qui auront consacré des mois de travail, souvent dans l'ombre. Une mobilisation collective qui fait du festival bien plus qu'un concours. Avant de refermer ce journal, cet appel à témoins, Jean-François de Guigne, 43 ans, est porté disparu depuis le 28 juillet. Il pourrait se trouver dans la vallée de la Maroto, à Papeano, et circuler à bord d'une Ford Ranger vert. Si vous disposez de la moindre information, contactez la brigade de Tiarey au 40 54 79 25 ou composez le 17.
C'est la fin de votre journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, retrouvez le Heiba Tu Aromaohi suivi de votre série Grey's Anatomy. Demain soir, Veimi Thierlo vous donnera rendez-vous pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, prenez soin de vous et vous dis à très bientôt. Très belle soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.